intitulé L'imagerie des épilepsies chez l'enfant. Donc, les objectifs de ce cours, c'est savoir les indications de l'imagerie devant la première crise convulsive, l'imagerie de l'épilepsie, savoir les indications, les protocoles et les principales pathologies. Donc, l'épilepsie, c'est une maladie qui est très fréquente en population pédiatrique. Elle est définie comme des crises convulsives répétées dues au désordre des cellules, au niveau des cellules cérébrales. Il constitue une véritable problématique de santé publique. Chaque année, environ 30 000 nouveaux cas d'épilepsie sont signalés, dont 25% de ces cas sont réfractaires au traitement médical. La neuroimagerie guidée par les données anamnésiques cliniques et de l'encéphalo et l'électroencéphalogramme joue un rôle très important dans le diagnostic étiologique. Les lésions d'hypoxie et ischémie périnatale et les malformations, y compris les phacomateuses, constituent 40% des étiologies des épilepsies. Les infarcissements et les séquelles de traumatisme constituent 10% et les tumeurs 1%. Donc voilà le plan qu'on va suivre. On va commencer tout d'abord par l'imagerie de la première crise. On va parler de l'épilepsie, l'apport de l'imagerie dans les épilepsies, les différents protocoles, les principales pathologies avant de conclure. Donc, pour la première crise convulsive hyperthermique simple, il n'y a pas besoin d'imagerie. Et pour parler de cette crise simple, il faut garder en tête certains critères. C'est l'âge, il faut avoir un âge supérieur à 1 an. Le nourrisson ne doit pas avoir un antécédent de crise auparavant, une température qui est supérieure à 38,5. Il faut avoir des crises généralisées et non pas partielles, de courte durée, moins de 15 minutes, et sans déficit post-critique. Pour les crises convulsives associées à des signes neurologiques, l'imagerie elle est indiquée en urgence, que ce soit un scanner ou une IRM en urgence. Et pour les crises convulsives sans signes neurologiques apéritique, un éventuel scanner de débrouillage en urgence et une IRM d'évaluation après un examen par un neurologue. Donc, pour les protocoles de la première crise convulsive, on commence tout d'abord par un scanner de débrouillage. Il est peu sensible et spécifique. Il est réservé aux situations d'urgence, en post-traumatique devant les syndromes d'HTIC et les états de mal épileptiques. Donc, on commence tout d'abord par un CMOI à la recherche d'un hématome, des processus, des plages d'AVCI et des calcifications. On les injecte systématiquement pour voir s'il y a une thrombophlébite, des abcès ou des malformations artério-veineuses qu'on peut rater sur le CMOI. Pour les protocoles d'IRM dans les premières crises, les séquences obligatoires sont la diffusion. On commencera tout d'abord par la diffusion parce que la convulsion peut être un mode d'entrée dans l'AVC chez l'enfant. Un flair ou T2 pour évaluer l'œdème cortical. Un SUI ou T2 étoile à la recherche de cavernome ou de remaniement hémorragique. Le 3DT1 pour mieux visualiser le cortex et analyser le cortex. La perfusion aussi, on peut compléter par la perfusion. Le 3D T1 avec injection et la spectro, c'est des séquences complémentaires en fonction des séquences obligatoires. Donc, durant le bilan de la première crise, on peut tomber sur des causes neurochirurgicales comme les abcès. Donc, voici un exemple d'un abcès temporal droit. On peut aussi trouver des tumeurs qui peuvent être la cause des crises épileptiques. Donc, voici un exemple d'un processus frontal gauche nécrosé, cerné d'une plage d'œdème et exerçant un effet de masse sur la ligne médiane. Dans le spectre des causes médicales, on peut trouver les AVCI. Donc, voici un exemple d'AVCI de l'ACM, dans le territoire de l'ACM superficiel. Et on peut trouver aussi toutes les encéphalites infectieuses, auto-immunes, inflammatoires, ou au premier rang, l'encéphalite herpétique avec la teinte temporale prédominante, comme on voit sur ces images. Arrivons maintenant à l'épilepsie. L'épilepsie est définie comme des crises épileptiques spontanées et récurrentes.
Pour les indications de l'imagerie, devant les syndromes épileptiques typiques comme le syndrome de West, le Lennox-Gastaut et l'épilepsie absente de l'adolescent, l'épilepsie myoclonique et d'autres, il n'y a pas d'indication de compléter par une imagerie. L'électroencéphalogramme seul suffit pour le diagnostic. Les autres cas, l'IRM, elle est indiquée en première intention, la TDM en seconde intention à la recherche de classification, comme dans la neurocysticsarcose et la sclérose tubereuse de Bournovi. Pour l'intérêt de l'IRM, c'est un examen de choix. Il doit être orienté par les données anamnéstiques et de l'électroencéphalogramme. Sa sensibilité, elle est supérieure à la TDM. Et c'est un examen qui permet à établir la nature de la lésion, son extension, oriente vers une prise en charge thérapeutique. Donc, pour l'interprétation de l'IRM, il faut tout d'abord commencer par un interrogatoire minutieux et il faut rechercher une notion de souffrance néonatale, les antécédents de méningite ou d'encéphalite, des cas similaires dans la fratrie ou une maladie familiale, un traumatisme crânien ancien. Il faut demander le développement psychomoteur. Pour l'examen clinique, faut chercher des taches cutanées, un retard psychomoteur, un déficit et la nécessité d'une localisation sur l'électroencéphalogramme de la provenance des crises. Donc, pour le protocole d'IRM dans l'épilepsie maladie, on commence tout d'abord par les séquences indispensables. Donc, on a le 3DT1, euh, qui est une séquence de haute résolution qui nous permet d'analyser le cortex. Le 3D flair ou à défaut de plan pour analyser la substance blanche, le T2 coronal pour analyser les hippocampes et les pôles temporaux, le T2 étoile ou le SUI pour rechercher notamment les cavernums, la spectroscopie pour les maladies métaboliques ou générales, la perfusion ASL euh, peut nous aider à repérer les zones épileptogènes non repérées sur les séquences anatomiques et la diffusion. Donc, pour les principales pathologies ou étiologies de l'épilepsie, on va tout d'abord commencer par les étiologies unifocales, où on est orienté par les données de l'électroencéphalogramme, où on trouve les séquelles infectieuses, traumatiques ou ischémiques, les tumeurs épileptogènes, les malformations corticales et les MAV, les amartomes et les cavernums. Donc, pour les séquelles traumatiques ou ischémiques, ce sont des lésions anoxo-ischémiques qui constituent la cause la plus fréquente des épilepsies chez l'enfant. Les caractéristiques d'imagerie de l'infarctus périnatal varient en fonction du temps écoulé entre l'événement ischémique et l'acquisition de l'image, où on peut trouver une atrophie focale, des plages de gliose, une encéphalomalacie multikystique et l'hémosidérose superficielle dans les séquelles de traumatisme. Donc, voici des coupes axiales d'une IRM cérébrale en T1 et T2 montrant une déformation kystique chez un nourrisson de 6 mois avec un antécédent de souffrance néonatale que consulte pour un retard psychomoteur et des crises épileptiques. Dans les séquelles infectieuses post-encéphalitiques, elles peuvent aussi donner des atrophies focales. Donc, on note l'atrophie notamment au contact du sillon central, ainsi que le gyrus frontal supérieur, qui peuvent causer ou être l'étiologie des crises épileptiques chez ce patient. Dans les tumeurs épileptogènes, commence tout d'abord par les DINET ou les tumeurs neuroépithéliales des embryoblastiques. Ce sont des tumeurs glioneuronales bénignes épileptogènes. Ils sont caractérisés par leur localisation corticale, sans effet de masse, sans œdème, bien limitée, multiloculée, réalisant un aspect en bulle de savon. Ils sont en hypo T1, hyper T2, qui présente un peu de rehaussement ou absence de rehaussement, pas de restriction à la diffusion, peut être associé à une dysplasie corticale. Donc, voici un exemple sur ces séquences T2 axiale et coronale d'une tumeur d'INET.
Toujours dans les tumeurs épileptogènes, on trouve le gangliogliome. C'est une tumeur épileptogène gliale et ganglionnaire à évolution lente. Elle est corticale dans 70% des cas et présente une localisation temporale. Sur le plan morphologique, c'est un kyste avec un nodule mural peut se présenter sous forme solide. Ils sont caractérisés par l'absence d'œdème. Ils se rehaussent avec, dans 40% des cas, la présence des calcifications et la perfusion ASL est basse. Dans les malformations corticales localisées, on trouve en premier la dysplasie corticale, qui est définie comme une anomalie de migration neuronale. L'électroencéphalogramme joue un rôle très important dans la recherche de dysplasie corticale, car il nous oriente vers la région pathologique. En imagerie, on trouve un cortex qui est épais, dysmorphique, avec un aspect flou de la limite substance blanche, substance grise, avec le signe de transmental sign. Dans 40% des cas, c'est un hypersignal flaire le long du trajet de migration des neurones depuis la matrice germinale périventriculaire au cortex. Donc, voici un exemple d'une dysplasie corticale du lobe frontal gauche. On note le cortex qui est épaissi avec une anomalie de signal linéaire en hyper T2 flair s'étendant de l'apex de la lésion à la surface épendymère du ventricule latéral. C'est le signe de transmental sign. Une remarque sur les dysplasies corticales, c'est qu'il y a une fenêtre de mauvaise visualisation entre l'âge de 3 mois et 3 ans à cause de la phénomène de myélinisation. Donc, il faut refaire l'IRM à l'âge de 4 ans. Toujours dans les malformations corticales localisées, on trouve les polymicrogéries. Ils sont définis comme une anomalie de migration et d'organisation corticale. Les géries sont trop nombreux et trop petits. Donc, unilatéral, il est secondaire à un événement anténatal, une infection ou un accident vasculaire ou toxique. Symétriques, ils sont plutôt d'origine génétique. Donc, voici un exemple qui montre une polymicrogérie qui est plus marquée au niveau du lobe frontal et pariétal droit, les flèches rouges. Les schizoencéphalies, ils sont définis comme des fentes cérébrales unilatérales dans 60% des cas ou bilatérales dans 40% des cas. Ils sont étendus du VL au cortex. Cliniquement, ils sont caractérisés par un retard psychomoteur avec une épilepsie résistante. Les deux images montrent une schizoencéphalie à lèvres ouvertes du lobe frontal postérieur droit, le cortex de la césure sylvienne gauche apparaît anormalement épais. Vas-y. Les amartomes, ils sont définis comme une hétérotopie de la substance grise au niveau du tuber cinerum. Ils sont caractérisés cliniquement par des crises gélastiques avec l'atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire. En imagerie, il s'agit d'un nodule pédiculé ou sessile entre les corps mammillaires et l'infundibulum. En isosignal avec la substance grise et non rosée, mesurant quelques millimètres à 5 centimètres. Donc, c'est la flèche rouge sur les images. Les cavernomes, ce sont des lésions vasculaires bénignes qui présentent des saignements intralésionnels d'âge différents. En imagerie, ils ont un aspect en popcorn en T2, multiloculaire avec un signal T1 et T2 différent. En hyposignal T2 étoile et suit. Ils ne présentent pas de rehaussement. Ils sont le plus souvent associés à des anomalies de développement veineux. Donc, voici l'image d'un amartome, d'un cavernum en T2 et en suit. Maintenant, on va parler des épilepsies multifocales où on trouve le lysencéphalie, l'hémimégaloncéphalie, hétérotopies de la substance grise, les phacomateuses, les causes infectieuses et les encéphalites de Rasmussen. On va commencer par les lysencéphalies ou agyrie pachygyrie.
C'est une malformation génétique qui est rare et liée à un trouble de migration neuronale diffuse. Elle est définie comme une réduction du nombre et du relief des surconvulsions du cerveau, une pachygérie, ou ils sont complètement absentes, on parle d'une agérie. Ils sont associés à une organisation anormale des couches du cortex. Donc voici une IRM d'un nourrisson qui présente des convulsions tonico-cloniques généralisées et un retard de développement psychomoteur, qui montre un épaississement cortical diffus et une agérie, c'est-à-dire absence complète des gyrations. L'hétérotopie corticale nodulaire, c'est une anomalie de migration neuronale située entre le cortex et la zone germinale. Les nodules d'hétérotopie sont identiques au signal du cortex. Donc, voici un exemple d'une fille qui présente des crises convulsives et à l'IRM, on a trouvé multiples hétérotopies périventriculaires. La flèche rouge. Pour l'hémimégalencephalie, c'est une hypertrophie amartomateuse d'un hémisphère. En imagerie, on trouve une hypertrophie importante d'un hémisphère avec un cortex dysplasique, avec plus ou moins une polymicrogérie et un ventricule qui est dysmorphique. Donc, voici un exemple d'une hémimégalencephalie droite. Les phacomateuses, on trouve en premier la sclérose tubereuse de Bournovi. Donc, c'est une phacomatose à transmission autosomique dominante qui est caractérisée par une atteinte multisystémique. Les lésions caractéristiques sont les tubaires et qui sont définies comme des images de dysplasie corticale qui sont facilement identifiables euh, par l'imagerie comme des zones d'anomalie de signal en T1 et T2 qui varient en fonction du degré de démyélinisation. Donc, on trouve après les nodules sous-épandymères. Ce sont des petits nodules le long de la paroi des VL qui ne se rehaussent pas après injection du produit et qui n'ont pas de potentiel d'évolution tumorale. À l'inverse des SEGA ou les astrocytomes sous-épandymères à cellules géantes, c'est des tumeurs évolutives de bas grade, mais avec un risque d'hydrocéphalie. Toujours dans les phacomateuses, on trouve le syndrome de Sturge-Weber. C'est une malformation vasculaire congénitale qui est caractérisée cliniquement par un angiome plat de la face, plus ou moins des anomalies oculaires comme des glaucomes, avec plus ou moins des angiomes osseux. Donc, l'atteinte cérébrale, on trouve l'avance de myélinisation, l'atrophie corticale, des angiomes piales, une hypertrophie du plexus choroïde. Voici un exemple d'un cas d'un patient qui présente un syndrome de Sturge-Weber. Donc, sur la première image A, on a une avance de myélisation sur le côté droit. Sur les images B et C, on a un rosement méningé, c'est la flèche rouge, et un épaississement du plexus choroïde droit, c'est la flèche droite. La flèche verte, en rapport avec un angiome pial et choroïdien, qui peut évoluer vers des calcifications qu'on peut très bien détecter sur le scanner et la figure D. Arrivons aux causes infectieuses, on trouve en premier la neurocystisarcose. C'est une infection à Taenia solium. C'est la première cause d'épilepsie en zone d'endémie. Elle évolue en 4 stades plus ou moins inflammatoires. Les moments les plus épileptogènes correspondent aux stades les plus inflammatoires où on trouve un aspect de vésicule avec un petit nodule au centre, correspond au scolex avec un œdème périlésionnel. Donc, comme on voit sur ces images, euh, un aspect de vésicule avec un nodule au centre. Toujours dans les causes infectieuses, on trouve les torches, dominées par l'infection au cytomégalovirus, qui
qui est caractérisée par des épilepsies secondaires ou malformations corticales. L'intérêt du scanner dans l'infection cytomégalovirus, c'est rechercher les calcifications. Donc, voici un exemple d'un nourrisson qui est admis pour les crises épileptiques. On a trouvé des calcifications périventriculaires au scanner qui sont en rapport avec une infection cytomégalovirus. Pour l'encéphalite de Rasmussen, c'est une encéphalite d'origine auto-immune indéterminée. Elle est caractérisée cliniquement par une épilepsie partielle continue. Donc, en imagerie, on note l'hypersignal T2 et flair cortical, migrant, unilatéral évoluant vers la bilatéralité et une atrophie parenchymateuse progressive. Comme on voit sur ces deux coupes d'IRM, où on a un élargissement des espaces arachnoïdiens frontal et temporal et cilié droit en rapport avec l'atrophie. La sclérose mésiale ou hippocampique. Elle est rare chez l'enfant, elle est plus fréquente chez l'adulte. Elle est définie comme une perte neuronale associée à une gliose de la région mésio-temporale. En imagerie, elle est caractérisée par une atrophie de l'hippocampe avec un hypersignal T2 et T2 flair. Donc, comme il montre ces deux images, en flair et en T2 coronal, il s'agit d'une sclérose mésiale droite. Donc, les patients pédiatriques souffrant d'épilepsie réfractaire représentent une population clinique qui est très difficile. L'IRM est la technique d'imagerie de choix pour explorer l'épilepsie. L'analyse doit être orientée par la clinique et les données de l'électroencéphalogramme et nécessite des échanges avec les neuropédiatres pour savoir quelle séquence privilégier. Il faut privilégier les séquences 3D, notamment le 3DT1 pour les malformations corticales, et refaire l'IRM en fonction de la myélisation et l'évolution de la maladie. Je vous remercie.